Allez. Eh ben, bienvenue à toutes et tous. On est avec Cyril, le fondateur des Petits Bidons, sur l'émission des aventuriers de la bio. On va en apprendre plus sur cette boîte qui a quelques années, 3 ans maintenant, je crois, et qui Ouais, se quasiment développe à 3 ans. vitesse grand V. Donc voilà. Donc, qui êtes-vous et comment ça a démarré? C'est quoi le point de départ et c'était quoi les premières choses que vous avez fait en tant qu'entreprise? Alors, donc moi, je m'appelle Cyril, je suis originaire de Lyon. Avant de monter les petits bidons, j'ai bossé pendant 7 ans dans des grands groupes, notamment sur de la cosmétique et de l'alimentaire. Donc, ça m'a donné pas mal de billes aussi pour comprendre un peu les marchés, les ingrédients. Chez qui? Euh, j'ai travaillé 5 ans chez L'Oréal, j'ai bossé 2 ans chez Danone. Ah ouais, Ouais, donc du du, pic, du, du pic, du du gros bon. mastodonte. Et si tu veux, je suis arrivé à un petit point de saturation. Où je trouvais que toutes les décisions n'étaient pas forcément prises sur le bon prisme, mais où du coup l'impact à titre personnel que je pouvais arriver à avoir dans ces entreprises était finalement assez limité. Donc j'ai décidé de partir. Et du coup, en même temps qu'il y avait cette démarche professionnelle, d'avoir aussi une démarche à titre perso beaucoup plus engagée. Il y avait déjà pas mal de sujets sur du coup l'impact écologique de notre consommation. Et du coup, j'ai pris un peu tous les sujets un par un. Et parmi tous ces sujets, il y avait celui de la lessive maison, où du coup, je me suis dit, bah, tiens, on va tester. J'avais un peu plus de temps. Et du coup, j'ai commencé à faire ma propre lessive. Et en fait, j'ai trouvé ça hyper intéressant parce que liste d'ingrédients hyper courte, je connaissais les ingrédients. Voilà. Et je me suis juste dit, en fait, si je me projetais dans ma vie d'avant, est-ce que j'aurais eu le temps tous les mois, tous les 2 mois de faire le truc? Je suis pas sûr. En tout cas, j'étais certain de ne pas avoir l'envie de le faire à chaque fois. Et du coup, je me suis dit, mais en fait, qu'est-ce qu'il y avait vraiment dans les lessives que j'avais l'habitude d'utiliser avant? Et donc là, en fait, petit choc, parce qu'en fait, je me suis rendu compte que sur les lessives du marché, en fait, il n'y a pas des listes d'ingrédients complètes. Donc, si tu veux, en Ouais. tant que consommateur, c'est impossible de savoir ce que tu consommes vraiment. Donc, quand tu as le produit entre les mains, en fait, tu es une sorte de regroupement de plein d'ingrédients qui peuvent renfermer des ingrédients dérivés de pétrole ou des trucs qui peuvent être naturels, qui peuvent être d'origine naturelle. Et si tu veux, c'est assez dingue de se dire que la différence de l'alimentaire ou de la cosmétique, la réglementation, elle n'oblige pas les fabricants à mettre les listes d'ingrédients complètes. Donc Et ça, c'est pourquoi le ils font ça, tu penses? Bah, c'est quoi leur... En fait, c'est une vieille réglementation européenne qui a jamais évolué depuis plus de 10 ans, qui en fait a obligé cet étiquetage-là. Et si tu veux, quand tu trouves les listes d'ingrédients, parce qu'elles sont normalement disponibles sur les sites des lessiviers, donc très loin du parcours d'achat des consommateurs, très loin de la transparence pour eux, quand tu les trouves, en fait, tu comprends pourquoi ils sont pas très pressés de faire évoluer la réglementation. Parce qu'en fait, dedans, tu retrouves pas mal d'actifs pas très clean. Tu as des dérivés de pétrole dans quasiment toutes les lessives. Enfin, il n'y a pas de débat parce que ça coûte pas cher et qu'en fait, le marché s'est construit là-dessus. Tu as des conservateurs qui sont décriés, des azurants optiques, des molécules qui sont suspectées d'être perturbateurs endocriniens. Enfin bref, tu te rends compte qu'en fait, que même dans les lessives dites écologiques, tu as un impact qui est concret et dangereux sur la santé et sur l'environnement. Et donc, du coup, je me suis dit, ok, c'est juste dingue en fait qu'il y ait cette omerta-là un peu sur ce marché. Moi, j'ai besoin d'un truc qui soit pratique et facile d'usage. Est-ce qu'il n'y a pas une façon de créer une recette de lessive qui soit à la fois naturelle, efficace et bonne pour l'environnement et pour la peau, quoi. Et donc tout a commencé comme ça. Donc ça, c'était en 2017, où du coup, j'ai testé plein de recettes de formules maison, etc., en déchirant pas mal de vieilles chemises de mon ancienne vie qui étaient bien abîmées et en les tachant pour voir ce qui marchait, etc. Donc j'avais fait plein d'essais, donc j'étais arrivé sur une formule où je trouvais, ah tiens, ça c'est plutôt satisfaisant, j'ai trouvé les bonnes proportions. D'ailleurs, elle est disponible cette formule-là pour ceux qui veulent faire leur lessive les maisons. On l'a publiée sur notre eux-mêmes? blog, parce qu'on Ah ouais. encourage les gens à faire leur lessive maison s'ils ont le temps. Et du coup, n'hésitez pas à y aller, on l'a publiée sur notre site, elle est dans le blog. Si vous tapez lessive maison et petits bidons, normalement vous allez tomber dessus. Et Parce sur qu'on le trouve site, un je suis dessus là, c'est lespetitsbidons.fr. On est sympa, on fait un peu. peu de la pub. Ouais, Achetez, on allez-y. s'est dit, est-ce qu'on fait un truc compliqué ou pas? Et finalement, Et le blog, il est là, j'ai trouvé le blog. Allez, hop et là. le blog, il est là-haut, et dans les articles, il y a un truc sur la lessive maison. Et en Trop gros, bien. je suis arrivé avec un peu mon savoir de chimiste perso dans ma cuisine. Je suis allé voir un fabricant et je lui ai dit, bah voilà, et comment on peut réussir à avoir un truc qui soit proche de ça, mais de façon un peu plus industrielle. Et il m'a dit, mais en fait, il faut revoir tout du début parce que
en fait, on ne peut pas réussir à stabiliser ce truc-là. Et en fait, la recette que vous travaillez en lessive maison, s'il n'y a pas un entretien correct derrière, elle peut endommager en fait la machine à laver par les dépôts que ça crée dedans. Donc en fait, ça demande d'avoir, c'est bien de faire sa lessive maison, mais j'encourage tout le monde à vraiment avoir un entretien encore plus fort de sa machine, parce qu'en fait, le savon étant plus lourd, ça se dépose plus facilement dans les canalisations et sur les résistances. Donc c'est un bon type. Donc, faites votre lessive maison, mais nettoyez bien votre lessive vinaigre. Ouais, exactement. Donc ça, et donc du coup, en fait, on est reparti totalement à zéro. On a fait une liste d'ingrédients qu'on autorisait, et surtout tous ceux qu'on ne voulait pas avoir dans notre lessive. Et du coup, ça a pris quasiment 1 an de formulation. On a dû faire 40-50 essais pour arriver du coup à la recette les petits bidons, hop, qui est là. Et du coup, avec un pastis, pardon, le doseur. Avec le doseur, exactement, avec notre doseur en verre. Et en fait, du coup, l'aventure, elle a commencé comme ça. Donc, on s'est dit, super, on a trouvé une formule qui soit à la fois efficace, naturelle et qui soit respectueuse de l'environnement et des peaux sensibles. Du coup, maintenant, il va falloir financer la prod, parce que en fait, c'est quand même à la base des cuves qu'il faut remplir, et du coup il y a quand même pas mal de volume, et du coup je me suis dit en fait, tout ce truc-là, je l'ai fait tout seul. J'ai essayé de construire une marque sympa, etc., pendant que la R&D avançait. Et du coup, je me suis dit, OK, donc vient le moment de la production. Est-ce qu'on se ferait pas quand même une petite étape financement participatif pour finalement réussir à lancer le produit, et puis aussi voir si j'étais le seul à me dire, en fait, on a besoin de faire changer les choses sur ce marché-là. Et donc, ça a super bien marché. Ça nous a permis On a fait sur une plateforme qui s'appelle Tudigo, que je conseille d'ailleurs si vous avez des financements. C'est pas la plus connue. Qui seront peut-être bientôt un jour dans cette émission. Si Alice regarde je lui dirai. Ouais. Mais du coup, avec Tudigo, et du coup, on a commencé à faire cette campagne-là qui a permis finalement de recruter les premiers clients qui sont maintenant des vrais ambassadeurs, des vrais prêcheurs de bonne parole, les petits bidons. Et ça nous a permis de financer la première prod, et puis après, c'était lancé. Et ça, la partie campagne de crowdfunding, c'est vraiment un classique des DNVB, donc Digital Native Vertical Brand, des marques qui démarrent d'abord par le digital. Tu as déjà ce modèle en tête à ce moment-là? Tu le connais? Tu as fait ton bench ou Non, moi, pas du tout. Ça s'est construit vraiment au fur et à mesure. C'est-à-dire que je me suis dit, moi, j'ai un besoin. Je sais développer des produits, je sais créer des marques et positionner une marque. Et je me suis dit, en fait, là, c'est mon idée, la façon dont je vois les choses. Et le crowdfunding, il est venu un peu après. C'est-à-dire que je me suis retrouvé, à un moment, je me suis dit, là, il va falloir financer. Du coup, moi, je peux pas le faire en fonds propres. J'ai pas des parents qui pouvaient me le financer. Donc, en fait, je me suis dit, il y a un moment, il va falloir trouver les fonds. Et je me suis aussi dit, c'est ce que je te disais, une étape pour voir si en fait, tu as des consommateurs qui sont prêts à suivre derrière sur ce type de produit. Donc, tu as vraiment, à chaque fois, dans les DNVB, le crowdfunding, c'est souvent ça. C'est à la fois une recherche de fonds, mais aussi une façon de tester son marché. Et c'est ça qui est assez chouette aussi. Et quand tu crées ta marque comme ça, toi, donc tu as de l'expérience dans des grands groupes, donc tu connais quand même un peu les economics du secteur. Enfin, tu sais qu'on ne sort pas un produit au même prix que les autres comme ça facilement. Enfin, tu sais que t'as pas des milliards en R&D à mettre pour sortir des yaourts à 50 centimes le yaourt. C'est ça, je crois. Et du coup, est-ce que ça moi même, ouais. 25, ouais. Et ça t'a pas fait peur de te dire, mais jamais j'arriverai en fait à poser un produit de qualité avec un prix qui soit pas déconnecté parce que j'ai pas levé 5 millions. Ça faisait partie du brief initial en fait, c'est-à-dire que quand on a créé la formule, on savait que potentiellement ça allait coûter un peu plus cher, mais on a mis un cadrage assez strict pour pas dépasser les fourchettes de marché en fait. Donc le premier truc, c'était de réussir à avoir un produit qui reste accessible. Chose qu'on avait réussi à faire. Et la deuxième chose aussi, c'est aussi ce qui a motivé notre démarche de se lancer en ligne, c'est qu'en fait, aller travailler directement avec le conso au démarrage, ça te permet de ne pas être fonctionné par une marge de distributeur, et ça te permet en fait de commencer tes premières productions qui coûtent plus cher parce que c'est des petits volumes, et en fait, petit à petit, au fur et à mesure que ça se développe, de mieux travailler tes coûts de revient et de diminuer. Mais sur un produit lourd, sur un produit, un petit shampoing solide, c'est adorable, mais sur un produit lourd, par contre, vous avez quand même dû moins bénéficier de ce gain-là que pas mal de gens parce que tu payes à tout transport. Enfin, en gros, envoyer des produits lourds en e-commerce, c'est un truc qu'on n'aime pas faire parce que ça coûte cher et que voilà. Donc vous en avez bénéficié, mais un peu moins peut-être.
Ouais, un peu moins, ça c'est certain. Et après, moi, et c'est ce que je dis souvent, c'est qu'en fait, travailler au démarrage du solide ou de la poudre, tu vois, sur de la lessive, alors que finalement, c'est un marché, la poudre, qui à date est plus petit. Je pense qu'il a un grand avenir, mais en fait, qui est plus petit parce qu'en fait, aujourd'hui, la lessive liquide, c'est un peu plus de 60% du marché. En fait, c'est D'accord. de donner si tu fais ça, en fait, dans la construction de ta boîte, si tu commences par ça, en fait, c'est donner des solutions qu'à des gens qui sont déjà engagés et qui sont déjà plus ou moins acquis à ta cause, si tu veux. Or, le gros des volumes, si tu veux vraiment aller travailler le chemin et le parcours écologique des gens, il faut que tu ailles chercher un MeToo de ce qui existe déjà, mais beaucoup plus propre. Et du coup, c'est comme Ouais. ça que tu vas faire avancer les gens. Et c'est pour ça que dans les gammes, tu vois, quand on travaille les trucs, quand à un moment on a des discussions où on sait qu'on va arriver sur une formule liquide, on travaille toujours en parallèle la formule solide. Mais en fait, si tu donnes pas aux gens la première marche pour accéder à un truc plus vertueux, en fait, ils passeront pas tous directement à la Ouais, bien troisième, ou sûr. cinquième. Donc c'est pour ça qu'on l'a aussi travaillé comme ça. Et c'est moi, ce qui me plaît dans la marque, c'est qu'en fait, on n'est pas là à culpabiliser en disant tu dois utiliser du solide, tu dois utiliser de la poudre, tu dois machin. En fait, fais ton parcours, mais avance. Avance à ton rythme, mais avance. Ok. Et le nom, comment il est venu le nom? Parce que voilà, c'est. Le nom, en fait, il y avait une liste de 30 ou 40 noms. Je voulais un nom français parce que tous les produits sont fabriqués en France, donc j'avais envie d'un truc qui résonne français. Je trouvais que le mot bidon sonnait bien et se rattachait pas mal à l'univers ménager. Et en fait, quand il est sorti assez rapidement, je me suis dit, OK, ça sonne sympa et on avait envie de faire une marque aussi assez moderne et plutôt, en fait, je trouve qu'aujourd'hui, l'écologie, elle est tellement anxiogène que si tu n'as pas des marques avec une entrée un peu positive et qui essayent aussi de déculpabiliser les gens en leur faisant avancer, en leur donnant des solutions qui vont dans le bon sens, mais si tu veux, sans te dire, OK, c'est l'enfer, on va tous mourir. C'était un peu cette idée-là, quoi, d'avoir un truc vraiment positif. Et puis, on utilise pas mal l'humour aussi dans nos communications pour faire passer nos messages. Ouais. C'était une façon de véhiculer tout ça. Et puis voilà. Et puis non, et puis on est content parce que du coup, en fait, c'est un nom qui est hyper bien mémorisé et facile à mémoriser. Et donc, du coup, les gens se souviennent très facilement de la marque, en fait, quand ils l'ont déjà vu. Donc, c'est assez chouette parce que ce soit en magasin ou sur les réseaux sociaux, les gens retiennent et se trompent rarement sur le nom de marque. Il y a juste ma mère qui appelle encore ça les petits bouchons. Mais écoute, C'est bien. j'ai- Merci, madame. Ah, ça, c'est un truc, enfin, le nom mémorisable en français, c'est une vraie force. On avait reçu Pierre le Drive tout nu, bon, voilà, bombasse de nom, quoi, hyper facile à mémoriser. Et les petits bidons, oui, à part ta chère maman, personne ne se trompe. Et ça crée une notoriété très vite dans le secteur. Il y a un capital sympathie autour de, enfin, voilà, ça fait un peu enfance, les petits bidons. Ouais, et puis ça, en fait, c'était un nom qui véhiculait aussi toutes nos valeurs et nos engagements de marque, tu vois. Ça Mhm. montre aussi la petite structure dans laquelle on est, tu vois. On n'est pas, c'est pas un grand groupe derrière. C'est les valeurs dont on parlait et puis ouais, cette connivence et cette proximité qu'on a avec les consos. Ouais. Donc attention aux noms un peu compliqués en anglais ou machin. Parfois Bah, c'est une autre des aventure. phrases françaises, ça marche bien, quoi. Je trouve ça assez cool. Trop bien. Et donc, du coup, maintenant, donc c'était il y a 3 ans, vous vous lancez. C'était quoi votre parcours? Vous êtes quoi maintenant? Vous êtes plus d'une dizaine maintenant dans l'entreprise? Ouais, maintenant on est 13, il y a 9 CDI dans la structure. Donc ça, c'est une grande fierté aussi. On a réussi à construire une équipe vraiment chouette que tu as pu rencontrer encore en partie il y a Et les quelques gens jours. aussi ont pu les voir C'est ça. en Mais, L41. mais du coup, ouais, ça s'est vachement structuré. C'était vraiment une super. Enfin, on a réussi à construire une équipe qui avait aussi, en fait, qui était à l'image de la marque, c'est-à-dire que on partage les mêmes valeurs, on n'a pas tous le même engagement écologique, tu vois le parcours. On n'est pas au même moment du parcours écologique, et c'est super riche aussi. Tu vois, on n'a pas des ayatollahs de l'écologie, on n'a pas que des ayatollahs de l'écologie. Il y en a, mais du coup, si tu veux, ça permet vraiment de se dire comment on arrive à créer des produits qui soient vraiment en lien avec chacune des étapes des gens, quoi. Ok. Et ça, c'est chouette.
Bon. Et du coup, tu vous communiquez sur un chiffre d'affaires là sur 2021 ou ça reste Bah, il est secret pas des ventes? fini, hein. On te dira à la fin de Ouais. l'année. On sait déjà, mais on sait comment ça va finir. Non, non, c'est une grosse. On a fait des grosses croissances. L'année dernière, on avait fait x4 par rapport à l'année d'avant. Et cette année, on va être encore en grosse croissance. En fait, Canon. cette année, on a réussi à continuer à bien développer la partie digitale. Ouais. Et du coup, c'est la partie aussi offline, donc magasin, qui a super bien pris, à la fois en termes de déploiement de nouveaux acteurs qui nous ont accompagnés sur la bio notamment, et du coup aussi les recommandes et le fait que ça fonctionne bien dans ces magasins-là. Donc ça nous permet de bien nous développer aussi sur cette partie magasin. Cool. Et sur le digital, enfin le e-commerce direct, ça représente à peu près quel ordre de grandeur de votre chiffre d'affaires actuellement C'est encore? le plus gros de très loin. Ok. Ah ouais. Ouais, ouais, et c'était une volonté de ma part au démarrage aussi quand j'ai créé la marque. C'est-à-dire que pour moi, il y a en fait, arriver directement sur du magasin, c'est un peu compliqué parce que tu arrives, la marque, elle n'est pas forcément connue, c'est dur de la positionner, d'expliquer ta valeur ajoutée. Là, aujourd'hui, on arrive en magasin avec une marque qu'on connaît déjà les consommateurs. On a pu éprouver les produits et les tester et les revoir et refaire pour qu'en fait arriver aux meilleures versions des produits. Et si tu veux, quand tu arrives en discutant avec des magasins, en fait, il y a plusieurs choses. Parfois, très souvent, la marque, elle est connue. Donc ça, c'est quand même une super chouette quand tu commences la discussion. Et c'est une vraie force aussi. Tu sais les produits qui fonctionnent. Tu sais quels sont les consommateurs. Et derrière, tu as aussi une communauté de 100 000 personnes qui ne sont pas tous acheteurs en ligne et qui ont envie de retrouver les produits dans leur parcours d'achat classique. Et c'est aussi c'est une vraie chance, quoi, parce que quand on va parler au magasin, on dit souvent, enfin, quand on ouvre des nouveaux magasins ou autres, on dit toujours nos points de vente sont à jour sur le site, allez checker s'il n'y en a pas un à côté de chez vous, quoi. Et à chaque fois, et Ouais. très souvent, ça déclenche de la visite magasin. Donc, c'est aussi une opportunité de trafic quand tu travailles avec des marques qui ont déjà un peu grossi sur le digital. Carrément, c'est un truc qu'on recommande nous beaucoup. On accompagne plusieurs DNVB comme vous dans leur mise en marché sur le réseau, mais vous arrivez avec une notoriété. En fait, là, je sais pas si Jonathan peut montrer la page Insta, mais 51 000 abonnés, ça envoie quand même. Enfin, Ouais, ouais, bah, comment vous mesurez votre notoriété, grosso modo? C'est quoi enfin, enfin, c'est hyper dur quand on a une petite marque de savoir est-ce qu'on est connu ou pas. Il y a C'est quoi vos plusieurs drivers? trucs. Il y a effectivement l'engagement et le nombre de personnes que tu as sur les réseaux sociaux. On a aussi à peu près 50 000 personnes sur Facebook. Donc, c'est une communauté qui est assez large. Et tu vois aussi par rapport au taux d'engagement qu'il y a derrière certains posts ou autres, ça te permet de voir à quel point tu as des gens et à quel point ils sont engagés. Ouais. L'autre sujet aussi, c'est en fait quand on va avoir des magasins, c'est-à-dire quand on discute avec des magasins et qui nous connaissent déjà, en fait, c'est aussi qu'on a réussi à marquer des points en termes de notoriété quand tu arrives à ces moments-là. Ouais, ça fait partie des trucs qui sont chouettes. Et puis après, le dernier truc, c'est quand on devient aussi, tu vois, sur des médias ou sur de la presse, en fait, on devient aussi référent. Tu vois, ce matin, on était en interview et en fait, c'est des questions hyper techniques sur le marché pour décrypter le marché. Mhm. Et c'est aussi une autre façon de mesurer la notoriété, en fait. C'est-à-dire que On pense à au-delà toi, d'une, quoi. ouais, exactement. Au-delà d'une simple marque, ce qui est vraiment chouette, c'est qu'on devient aussi référent en termes pour analyser le marché, décrypter ce qui se Mhm. passe. Alors que Et, t'es finalement tout petit par rapport à des gros lessiviers classiques, quoi. ouais, je te Ouais. confirme, à chaque jour, c'est 20 millions de lessives qui sont faites en France, hein. Donc, on est loin. Ouais, On est très, très ouais, loin. c'est vrai. Il y a de la place, il y a de la place. Ok. Et du coup, sur la partie une notoriété comme ça se construit. Alors, c'est des outils, enfin, c'est du marketing digital. Hein, c'est des budgets. Enfin, je pense pas trahir de secret en disant qu'on n'obtient pas une telle notoriété sur les réseaux sans rien dépenser. Non. C'est l'endroit où on met son budget marketing. Concrètement, vous êtes organisé comment là-dessus? C'est quoi les ordres de grandeur de dépenses pour ceux qui voudraient créer une DNVB dans un autre secteur? Écoute, déjà, ça s'est fait hyper progressivement. C'est-à-dire qu'on a commencé avec énormément d'organique et on a pas mal testé pour voir quels étaient les sujets qui intéressaient la communauté, comment on les travaillait.
Ça, c'est le premier point. Donc, on travaille encore énormément avec de l'organique parce qu'en fait, c'est aussi ce qui fait notre force. Et puis, de toute façon, on ne peut pas mettre des budgets illimités sur la partie acquisition en digital. Donc, ça, c'était le premier point. Et petit à petit, on arrive à affiner nos communications pour déjà ne pas parler que de nous parce que c'est chiant. En fait, si tu parles que de lessive, c'est quand même un bon challenge qu'on essaie de mener, c'est-à-dire d'arriver à de fédérer une communauté autour de produits ménagers et de la lessive. C'était quand même un bon challenge au départ. Et du coup, tout est un peu dans le poids que tu mets sur les sujets que dont tu vas parler. Donc, en fait, on arrive à faire à la fois du produit, on va montrer les coulisses, on fait parler l'équipe, on va passer nos coups de gueule quand il y a des trucs qui nous révoltent. Et puis, on va parler des choses qui sont aussi les trucs et astuces, Parfois, on a un peu ce rôle de média parce qu'on vient vulgariser certains sujets. Tu vois, le GIEC, la pêche responsable, certains trucs où on se dit qu'on découvre un truc et du coup, on a envie de le relayer à notre communauté. Donc, il y a beaucoup d'organiques comme ça. Et après, effectivement, on fait de l'acquisition sur les réseaux sociaux, essentiellement sur Facebook, Insta et YouTube. On travaille sur les trois. Vous êtes sur Shopify aussi Ouais, on travaille sur Shopify, exactement. Du coup, ça connecte assez nativement Insta et Facebook, du coup. Ouais, Shopify, pour ceux qui connaissent peut-être pas et qui veulent lancer leur marque, ça arrive. Moi, je connaissais pas avant d'y aller. Et en fait, c'est une plateforme qui permet de créer des sites e-commerce qui est très pédagogique, simple d'utilisation et qui du coup est quand même un acteur référent sur cette création d'outils-là et qui du coup est hyper bien connectable avec tout l'écosystème de l'e-commerce. Donc, la partie CRM, tous les réseaux sociaux, etc. On arrive du coup à tout agréger à cet endroit-là et du coup de pouvoir piloter de façon assez saine toutes les informations qu'on peut avoir sur le business. C'est penser pour la croissance. C'est ça que je dis souvent quand on me fait challenger avec d'autres. C'est pensé par des gens qui ont fait de la croissance avec du marketing. Et du coup, comment est-ce que je fais connaître mon produit, ma marque, mon service? J'attire du monde sur le site, je le recible, je propose de l'upsell. Enfin, vraiment, c'est pensé pour la croissance business. Donc, ok. Écoute, je pense qu'on a fait un premier tour. Tu avais un truc hyper important à rajouter ou tu veux qu'on passe à la... Moi, j'ai toujours un truc important, c'est aller voir nos réseaux sociaux, abonnez-vous. Voilà. Ah ouais, mais putain, heureusement que t'es là, mais t'es vraiment un pro. C'est là que j'apprends. Et abonnez-vous à la chaîne, hein. Si vous voyez cette vidéo sur YouTube, on s'abonne parce que j'oublie à chaque fois de le dire comme un couillon. Et voilà. Et je sais pas où est le bouton. T'inquiète pas, je vais mettre un énorme truc en plein milieu. T'appuies dessus, puis voilà. Bon, merci Cyril pour cette petite partie sur ton parcours d'entrepreneur. Si vous êtes intéressé, vous pouvez en voir plus sur les réseaux. Et puis, prochain Note Expo pour revenir te parler peut-être. Absolument. Allez, hop, je bloque ici. 37, ouais, parce que je t'ai pas parlé de notre plan,